Bonjour à tous, je suis Denis Weiss, je suis le directeur technique du hub numérique de La Poste et je vais prendre quelques minutes avec vous pour vous parler à la fois du hub numérique, vous parler de La Poste, pourquoi La Poste et les objets et les services connectés. Et sur le chemin, en fait, on va regarder le potentiel que présentent les objets connectés, que présentent les services connectés et de quelle façon La Poste va vous permettre de les mettre en œuvre, de les utiliser et d'en simplifier l'usage pour vos utilisateurs. Utilisateurs d'ailleurs qu'on verra être à la fois les entreprises et les particuliers, qui est une des grandes particularités de La Poste et de ce qu'on fait dans ce monde des services de l'Internet des objets. L'idée, c'est d'un simple appui de bouton, et de façon aussi simple que vous postez une lettre aujourd'hui, de rendre des services connectés, de rendre les services connectés des entreprises accessibles pour tout le monde, dans le monde où la technologie, et on l'a vu à travers les différents exposés précédents, la technologie est omniprésente, elle l'est de plus en plus, mais nous croyons très fortement à La Poste que si elle n'a pas un visage humain, si elle ne s'accompagne pas d'une présence humaine, pas systématique, pas continue, mais une présence humaine régulière, et une présence humaine finalement interconnectée avec l'ensemble du monde technologique, elle n'apporte pas beaucoup de sens, et si elle n'a pas de sens, on le verra tout à l'heure à travers les résultats d'une enquête, les gens n'achètent pas, les gens n'utilisent pas. L'Internet des objets, c'est un sujet dont on entend parler un peu partout, c'est un sujet qui est partout. Aujourd'hui, tous les objets deviennent des objets connectés. On était dans une phase à un certain moment où des nouveaux objets arrivaient et c'était des objets connectés. Aujourd'hui, tous les objets se connectent. Le compteur électrique se connecte, le compteur d'eau se connecte, les vitres se connectent, les volets se connectent. Je ne vais pas vous parler de smartphones ni de voitures connectées puisqu'on en a parlé juste tout à l'heure. L'ensemble de ce que nous faisons est connecté, et le fait que ce soit connecté permet d'agir à distance, permet aussi de collecter de l'information et de nous simplifier la vie. Alors c'est pas juste un motto en se disant le monde connecté, oui c'est important, il y en a beaucoup. Ça ce sont des chiffres factuels, c'est quelque chose qui croît. Si vous allez sur Internet, vous regardez le potentiel des objets connectés, vous allez trouver des chiffres qui vont de 1 à 100. Chacun a sa propre façon de lire les objets connectés. Toujours est-il que les différents chiffres que vous allez voir sont des chiffres qui sont en croissance exponentielle. Et donc il y a forcément un gisement de valeur et des opportunités à exploiter, des opportunités de business, des opportunités d'amélioration du fonctionnement, des opportunités de simplification, des opportunités de réduction des coûts, d'optimisation de process. Donc tous les aspects finalement de notre vie quotidienne, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit en entreprise, qu'elle soit d'une entreprise vis-à-vis d'une autre, présentent des opportunités que l'on peut exploiter. Les objets connectés, beaucoup de monde pense que ce sont des gadgets. Vous en avez tous dans la poche. Vous en avez tous certainement que vous avez utilisé pendant un certain temps et puis que vous avez laissé tomber parce que finalement ça représentait plus de contraintes de les recharger ou de vérifier comment ça marche que le service que ça vous apportait. Tous les Français sont convaincus, alors ça c'est issu d'une enquête qu'on a faite en fin 2016, tous les Français sont convaincus à 80%, que c'est quelque chose qui représente l'avenir. Donc c'est quelque chose qui va apporter un vrai potentiel et qui va apporter de plus en plus de services. Et on a un premier élément qui est extrêmement important, c'est que l'objet connecté n'a de sens que s'il apporte ce service. Et c'est ce service-là qu'on va essayer d'incarner, et c'est l'apport de ce service qu'on va essayer de poser sur une plateforme, sur un environnement, sur un écosystème que je vais vous présenter et qui permet de rendre l'objet connecté et la technologie accessible. On a posé la question aussi sur les freins. Pourquoi les gens n'utilisent pas les objets connectés? Ça a l'air génial, il y en a partout. Certains même qu'on ne voudrait pas avoir mais qui sont connectés quand même et du coup ils sont là. Le frein essentiel, c'est le prix encore. Vis-à-vis du grand public, ça reste quelque chose de plutôt onéreux, réservé à des populations un peu geeks, des populations plutôt CSP+, en tout cas des gens qui ont la capacité d'investir.
Le deuxième frein, et je pense que c'est un frein qui va très vite devenir le frein principal, c'est la sécurité. J'ai un compteur électrique connecté, et pour avoir fait l'expérience, un compteur électrique connecté, ça a l'air anodin comme ça vous parle de votre consommation électrique, c'est toujours bien d'essayer de savoir ce qu'on consomme pour pouvoir faire des économies. Un compteur électrique connecté, ça dit aussi ce que vous faites dans votre maison. Ça dit combien de fois vous utilisez votre machine à laver. Ça vous dit si vous êtes en train de regarder la télé tous les soirs ou si vous êtes plutôt en train de faire la cuisine parce que vous avez des invités. Ça vous dit si vous repassez chez vous, si vous repassez à l'extérieur. Ça vous dit si vous prenez des douches régulièrement, parce qu'on a des profils de consommation sur un compteur connecté. Le compteur connecté vous donne l'usage à partir de l'information connectée. Donc la sécurité associée à cette information-là, et le risque que cette information-là ne soit pas stockée de façon confidentielle, soit utilisée pour des usages qu'on n'aurait pas voulu, je ne dis pas forcément frauduleux, je ne dis pas forcément ennuyeux, mais des usages qu'on n'aurait pas voulu, est quelque chose d'essentiel. On a beaucoup parlé du mail, qui est quelque chose qui est in fine relativement ouvert, utilisé pour des besoins marketing. Imaginez le potentiel que ça pourrait avoir, que d'avoir ce type d'informations issues des objets connectés, si jamais on n'était pas dans un environnement sécurisé. Et le troisième point, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, on a un gadget, c'est sympa à apprendre à utiliser, une fois qu'on sait s'en servir, tant que ça marche, c'est bon, et puis on a un autre qui arrive, qui fonctionne différemment, on va lui aussi l'ajouter. Et finalement, ce monde connecté qui est en train de populer notre quotidien est aussi en train de l'encombrer, est en train d'encombrer nos têtes, est en train de prendre du temps, là où au départ on était plutôt sur quelque chose de vertueux et on va économiser du temps, ça va finir par prendre du temps parce qu'il faut les gérer, parce qu'ils fonctionnent tous d'une façon différente. Si on veut être sûr qu'ils sont dans le monde sécurisé que j'évoquais tout à l'heure, il va falloir les vérifier chacun. Et donc l'idée, c'est de se dire, il faut répondre à ces problématiques-là, répondre à la problématique de coût, donc rendre les choses accessibles, répondre à la problématique de confidentialité, pouvoir s'appuyer sur quelqu'un qui vous garantit que les données sont utilisées à bon escient, qui vous permet aussi d'arrêter un usage qui ne vous plairait plus ou qui ne vous correspond plus en termes d'attente, et surtout qui vous permet de fédérer l'ensemble des informations à un seul endroit et de le rendre facilement gérable. On dit que c'est une révolution. Oui, c'est une révolution par la vitesse à laquelle les choses arrivent. On est bien placé au Web Today pour voir que les choses peuvent arriver très vite, peuvent se poser très vite, peuvent changer très vite. Oui, c'est une révolution. Le changement est important, mais c'est surtout qu'il arrive très rapidement. Donc, l'idée, c'est à quel moment on peut utiliser et à quel endroit on peut générer de la valeur, simplifier les choses à travers les objets connectés, à travers un monde connecté. Ce qui ressort de notre enquête, c'est qu'il y a 3 domaines sur lesquels les gens sont aujourd'hui convaincus de l'apport que ça peut avoir. C'est l'aide à la personne, les services à la personne. On pense immédiatement au maintien à domicile, qui est une problématique de la société, qui est une problématique pour un certain nombre d'entre nous, mais qui est une problématique de la société, une société qui devient de plus en plus âgée, avec des gens qui ont besoin d'assistance de plus en plus forte, donc ça a un coût, ça a une complexité. Et quelque part, un monde connecté peut permettre de simplifier les choses. Et c'est là où je reviens sur l'élément initial. Oui, connecté, oui, technologie, mais humain aussi. L'interconnexion, elle n'a de sens qu'à partir du moment où on sait l'interconnecter avec de l'humain et rendre cet humain augmenté, entre guillemets, à travers la technologie, mais pas diminué par la technologie et réduit à quelque chose d'un peu froid et d'un peu mécanique. Le quotidien et la maison, là aussi, on pense tous à des thermostats que je ne citerai pas, mais que vous connaissez tous, ou au système qui va allumer la lumière quand on rentre. Je vous présenterai un certain nombre d'usages qu'on est en train de mettre en œuvre, qu'on est en train d'expérimenter, qui sont dans le quotidien, qui sont dans la maison, qui n'ont rien à voir avec un thermostat, et qui, là aussi, vont se raccrocher à l'aspect humain, et qui vont se raccrocher aux usages que les gens ont dans la maison pour les simplifier et pour les rendre plus intéressant. Et enfin, la santé et le bien-être, l'hospitalisation à domicile, pour rentrer dans d'une des extrémités de ce panel, est quelque chose qui est extrêmement important dans la médecine d'aujourd'hui.
où on va pouvoir suivre de façon beaucoup plus régulière, de façon de moins en moins contraignante, des gens qui sont dans des maladies chroniques ou qui sont dans des phases où on a besoin de ce type de suivi, qui jusqu'à présent requérait que la personne se déplace dans un hôpital, se déplace dans un centre de soins. Et donc c'était un suivi beaucoup moins fréquent, c'était un suivi peut-être un peu plus précis, mais je vous parlerai tout à l'heure un peu de big data et d'intelligence artificielle. Le fait d'avoir de la mesure récurrente permet en fait d'avoir quelque chose de beaucoup plus efficace et de beaucoup plus réactif que ce qu'on peut faire en étant localisé à un endroit donné et en sortant complètement de sa vie quotidienne. Le point qui est un point essentiel, et on l'évoquait là tout à l'heure, il y a urgence à accélérer. On parle beaucoup d'ubérisation, on parle beaucoup de transformation, on parle beaucoup de modèles économiques qui bougent. Le modèle économique qui bouge, l'ubérisation, c'est ni plus ni moins que quelque chose un nouvel entrant dans le marché, quelque chose qui va bouger beaucoup plus vite que les gens qui sont déjà sur le marché. Et donc cette accélération, elle est fondamentale et il est extrêmement important de pouvoir poser un certain nombre de services dans ce monde numérique, dans ce monde connecté, où on va pouvoir rajouter du service sans forcément changer la configuration de l'entreprise ou changer la logique de ce qu'elle fait. Et là, on se retrouve très rapidement devant quelque chose de compliqué. On va faire quoi, on va le faire comment, on va se connecter où. En général, on va aller voir son informaticien préféré qui va dire « Ah oui, c'est génial, il y a plein de choses à faire, mais attends, c'est compliqué. » C'est compliqué, il faut réfléchir, il faut trouver le bon partenaire, il faut trouver le bon dosage entre pérennité et quelque chose qui va bouger vite. Hein. On est dans des paradoxes, quelque part, de se dire on veut aller vite, mais en même temps, ce qu'on veut poser, il faut qu'on le pose dans de la sécurité, il faut qu'on le pose dans de l'interaction humain-machine qui est toujours compliquée à mettre en place. Donc beaucoup de questions. Beaucoup de questions qui ne sont pas que des questions technologiques. Le leitmotiv de ce qu'on fait sur les objets connectés, sur les services connectés, c'est de créer du lien. Et je reviens une fois encore sur la raison d'être de la Poste. Pourquoi la Poste s'intéresse autant à ce sujet-là? C'est une réflexion de fond qui a été menée à la Poste, qui est de se dire, dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans ce monde connecté, quel est le rôle de la Poste, quel est le positionnement de la Poste. Et le constat qu'on fait, c'est que depuis sa création, le rôle de la Poste, c'est de créer du lien. Donc on a créé du lien avec du courrier, on a créé du lien avec du colis, on a créé du lien à travers des chevaux qui traversaient la France, après à travers des camions, à travers des avions. Donc on était sur la création de liens entre entreprises, particuliers, entre particuliers entre eux, entre différentes entreprises. Et ce lien a d'une part besoin d'être constant, il a besoin d'être pérenne, parce qu'on va construire une logique de service, une logique de business sur ce lien-là, et il a besoin d'être sécurisé. Et c'est à travers ce lien-là que la transformation numérique de la Poste se pose, en se disant, demain, aujourd'hui déjà, l'interaction entre les différents acteurs va plutôt se faire sur l'information et va se faire à travers ce monde connecté. Et donc on a posé à la Poste un écosystème de confiance, un écosystème qui s'appuie sur quatre éléments clés. La proximité. Donc, la proximité, c'est vis-à-vis des gens. Je ne vais pas vous rappeler que les facteurs sillonnent la France tous les jours et voient tous les Français 6 jours sur 7. C'est un élément extrêmement important. C'est un élément de lien humain extrêmement important. La proximité, c'est aussi la présence de la Poste dans les territoires. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On parle de technologie à Nantes, on parle d'objets connectés à Nantes. On a un certain nombre d'acteurs qui sont implantés localement. C'est vrai à Nantes, c'est vrai dans toutes les grandes métropoles, et qui permet en fait d'activer un tissu d'innovation, un tissu industriel de proximité pour construire quelque chose qui va permettre en fait de mettre en place ces services-là, de mettre en place une plateforme avec un certain nombre de partenaires que je vais vous décrire et qui peut apporter une valeur à travers un service global. On s'appuie bien sûr aussi sur un savoir-faire numérique, la notion de gestion éthique de la donnée. Je vais là aussi faire un parallèle très rapide avec le courrier. Le courrier, on le transporte, on ne l'ouvre pas, on s'assure qu'il arrive à bon port, on s'assure qu'il arrive chez la bonne personne
et on s'assure aussi qu'il soit dans un tuyau qui est complètement sécurisé. Un mot rapide sur le savoir-faire numérique. La Poste est bien sûr implantée dans tout le pays, traite une cinquantaine de millions d'objets tous les jours, des événements informatiques qui, c'est pas traité à la main, hein, c'est quasiment plus traité à la main, c'est traité à travers des machines. Et il y a un vrai savoir-faire numérique à la Poste sur ce sujet-là depuis longtemps, mais quelque chose sur lequel on a construit aussi pour avoir une solution numérique, pour le coup, disponible et efficace pour traiter les volumétries de données. L'objectif, c'est de se poser à la croisée des chemins entre les entreprises et les particuliers. Et je vais prendre les deux sujets l'un après l'autre pour essayer d'illustrer comment la Poste se positionne sur ces éléments-là. Sur les entreprises, l'idée, c'est de simplifier la création de services. Vous êtes aujourd'hui une entreprise où vous avez un service qui est disponible, qui pourrait intéresser une entreprise. L'objectif, c'est de pouvoir très rapidement poser ces services-là sur un environnement technique qui permet de l'activer et qui permet de l'utiliser très rapidement. Une fois encore, les objets, c'est un sujet, les services est le sujet qui englobe les objets. Le service n'a de sens l'objet n'a de sens que s'il présente un service, et présente un service qu'on sait faire fonctionner. J'aime bien dire du premier coup. Alors, celui qui me croit, je pense qu'il se trompe, ça ne marche jamais du premier coup, hein, on le sait tous. Ça ne marche jamais du premier coup, pas forcément parce que technologiquement ça ne marche pas du premier coup, c'est simplement parce qu'il faut l'inscrire dans l'usage, il faut vérifier l'usage. J'ai assisté à un certain nombre de présentations, le designer va travailler sur un premier usage, on va essayer de le mettre en place rapidement, on va regarder ce que ça donne et ensuite on va l'itérer, on va l'améliorer, on va le reconfigurer de façon à ce qu'il soit cohérent avec l'usage qui va en être fait. Et bien, cette logique d'usage s'appuie dans notre contexte sur une plateforme qu'on a voulu extrêmement agile et on sait aujourd'hui concevoir un nouveau service appuyé sur des objets en sécurisant les données en l'espace d'une demi-heure. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire un service en une demi-heure et de s'arrêter. Le fait d'être descendu sur un temps aussi court pour configurer un service, est bien de pouvoir le reconfigurer et le faire évoluer en fonction des besoins des utilisateurs. Et cette notion de 30 minutes pour construire un service le rend justement très facilement accessible et pour le créateur du service, et pour l'entreprise qui va en bénéficier, et pour les clients qui vont commencer à l'utiliser et qui vont remonter des améliorations, vont chercher à configurer les choses différemment. On s'appuie donc sur cette plateforme ultra agile, on s'appuie sur un écosystème de partenaires. Donc il y a plus de 70 objets qui sont compatibles avec cette plateforme et qui permettent du coup d'utiliser un certain nombre d'objets grand public, mais aussi des objets entreprises pour construire du service. On a aujourd'hui plus de 130 startups qui sont partenaires du hub numérique, dont certaines, en fonction de leur maturité, déjà intégrées sur le hub numérique. Et ces startups sont fédérées à travers un programme qui s'appelle French IoT. On est à la 3e édition en 2017 de French IoT. Donc on revient sur cette présence de proximité de la Poste, cette capacité de la Poste de mobiliser des acteurs dans l'ensemble des territoires et de construire finalement un écosystème qui est extrêmement large et qui permet de couvrir finalement toute la diversité de ce qu'apporte l'objet connecté et qui permet de couvrir aussi l'ensemble des acteurs nationaux. L'idée du programme French IoT, qui est un concours de start-up qui a lieu tous les ans. Donc on a clos le concours, les sélections sont en cours actuellement, on l'a clos en début de semaine. L'idée, c'est à la fois de pouvoir travailler de l'innovation avec les startups, de pouvoir les positionner avec un certain nombre de grands partenaires. Donc on a 5 à 6 partenaires industriels, des gros acteurs, je vais évoquer ceux de l'an dernier juste après, et qui, avec nous, construisent finalement des cas d'usage, construisent des POC, construisent des pilotes, construisent des expérimentations réelles. Donc la capacité, à travers la plateforme, à travers le programme French IoT, de mettre
les startups dans cet environnement dynamique qui leur permet de valoriser le service qu'ils construisent ou les objets qu'ils construisent. Et enfin, le dernier point, qui est un accélérateur, l'idée étant d'apporter à chacun des lauréats du concours toute la matière nécessaire pour grandir rapidement et pour rendre son service opérationnel, que ce soit sur une logique de pilotage d'entreprise, une logique de marketing, une logique technologique. C'est quelque chose qu'on va adapter aux besoins de chacun. En 2016, 13 régions, 66 partenaires en région, 4 co-sponsors, donc vous voyez des acteurs de grande taille, de Richebourg, Malakoff Médéric, Boulanger, BNP Paribas. Sur ces 4 acteurs, il y en a 3 aujourd'hui qui déroulent des pilotes avec des startups de l'écosystème French IoT. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important et qui permet de parler d'objets connectés, de services connectés de façon extrêmement concrète avec de vrais partenaires et de vraies expérimentations concrètes. Et enfin, dernier volet, donc je vous ai parlé de la plateforme agile, un écosystème qu'on sait mobiliser autour de cette plateforme, autour de cet objectif de création de liens, et une équipe d'accompagnement, une fois encore, un objet connecté, un service connecté, l'orchestration d'un certain nombre de services, qui est ce qu'on va faire dans la plateforme, ne se font pas en claquant des doigts. Donc il est important de pouvoir concevoir ce qu'on va faire, il est important de pouvoir le réaliser rapidement, et il est important de pouvoir l'accompagner dans le temps pour d'une part le faire maturer à travers 1 ou 2 pilotes, mais ensuite aussi d'être capable de passer à l'échelle rapidement et de le diffuser. Et donc, notre équipe d'accompagnement, appuyée sur l'écosystème qu'on a mis en place et sur la plateforme, est capable, en 3 ateliers, d'avoir un premier atelier de foisonnement, un atelier où on va usiner un certain nombre d'éléments qui auront été choisis dans le premier atelier de foisonnement, et ensuite un 3e atelier où on va sélectionner et finaliser une première idée de service. En général, on sort de là avec 2 ou 3 services qu'on veut tester. On les pose sur la plateforme, et on sait les poser sur la plateforme de façon très rapide, une fois encore. Donc on est au niveau de la plateforme sur des logiques où l'ensemble des éléments de sécurité est assuré par la plateforme, l'interconnexion est assurée par la plateforme, la gestion des utilisateurs est assurée par la plateforme, et il ne reste finalement plus qu'à poser, et ça se pose de façon très graphique, de façon très visuelle, la logique de service qui va permettre de mettre ce service-là à disposition d'utilisateurs réels, qu'on va accompagner pendant 3 mois pour être capable d'avoir un service finalisé, un service opérationnel. Comme on est posé sur une plateforme industrielle, la capacité en 3 mois de rendre le service industriel et de le déployer. Quelques exemples concrets avec un certain nombre de nos partenaires. Donc Malakoff Médéric, on est sur le hub numérique, donc c'est la brique qui articule, qui va orchestrer l'ensemble des actions, et qui permet, à partir d'un cube qui est fait par une start-up qui s'appelle Axible, le cube ayant 6 faces, comme à peu près tous les cubes, en appuyant sur l'une des faces, on déclenche un service qui est ensuite relayé vers Malakoff Médéric et qui va pouvoir exécuter le service. Donc on est sur la logique qu'on va appeler on-demand. On n'est pas dans quelque chose qui va s'exécuter de façon régulière. L'utilisateur, le client, va pouvoir utiliser le service au moment où il en a besoin et va pouvoir prévenir Malakoff Médéric facilement. Un service de ce type-là, sur le hub numérique, ça prend une demi-heure à configurer. Une fois qu'il est configuré, on sait le déployer à large échelle. On peut même imaginer le déployer à travers le réseau des facteurs, puisque je vous disais que les facteurs en fait, sont capables de toucher l'ensemble des Français. Le facteur est connecté, il utilise un smartphone connecté qui s'appelle Factéo. Factéo est connecté au hub numérique. Le fait que le facteur puisse arriver chez une personne, lui expliquer comment fonctionne le service, configurer, la configuration étant de fait très simple, il va appairer l'objet avec le smartphone, le Factéo. Cette information-là va remonter sur le hub et ça va activer le fonctionnement du service. Donc on est dans quelque chose où on va retrouver cet aspect technologique
une technologie qui se met facilement en route, accompagnée par l'aspect humain, qui peut être incarné par le facteur. Un autre exemple qui est intéressant, qui est une offre dont vous avez peut-être vu les vidéos à la télévision récemment, qui s'appelle Veiller sur mes parents, qui est un service d'assistance. Je vous parlais au début d'un des éléments clés qui est l'accompagnement et le service à la personne. Veiller sur mes parents est un service qui est commercialisé par la Poste, où on va combiner une visite régulière du facteur chez une personne isolée, le facteur discutant avec la personne et vérifiant si elle a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de caractère d'urgence. Si jamais il y a un manque auprès de la personne, le facteur va le signaler sur son Factéo, et cette information va être relayée vers des accompagnants de cette personne-là qui pourront avoir cette information. Et ça, c'est combiné, c'est un service qui a été construit en collaboration avec Europe Assistance, combiné avec une téléassistance plus classique. Veiller sur mes parents est complètement articulé par le hub dans la façon où on va du coup interconnecter le facteur, interconnecter un acteur externe qui est Europe Assistance et interconnecter Veiller sur mes parents qui est une filiale de la Poste. Je vous parlais d'un autre exemple qui est très parlant, qui est un projet qui s'appelle Sentinelle, qui est fait avec le Conseil général des Landes, où le hub en fait, va interconnecter toute une myriade de services à destination de personnes et dans une logique de maintien à domicile. On va avoir des alertes préventives, on va avoir des jeux cognitifs, on va avoir Ardoise, qui est une tablette pour personnes âgées. On va avoir les facteurs, bien évidemment, on va avoir des accompagnants. L'ensemble de ces informations-là étant à disposition d'un accompagnant référent, et qui va permettre de suivre la personne, l'activité de la personne, et qui va permettre, et là je vous parlais d'intelligence artificielle, je vous parlais de big data, bien sûr que sur cette plateforme, on a un certain nombre d'outils d'intelligence artificielle qui sont connectés et qui sont accessibles, là aussi, de façon simple dans l'orchestration des services pour permettre d'accompagner plus facilement les personnes. Pour les particuliers, l'idée, c'est de rendre les choses les plus simples possibles. Et donc, ces services peuvent être accédés à travers un clic dans une application mobile que vous pouvez télécharger sur Android ou sur iOS, et qui va lister finalement les différents services, qui va vous permettre d'appairer les différents objets, et qui va vous donner la visibilité sur l'usage qui en est fait. Donc la protection des données et la capacité de partager ces données, mais uniquement avec les acteurs avec qui vous avez envie de les partager, arrêtez de les partager, et cet élément clé qu'on rend accessible à travers l'application. Donc le hub numérique, une solution simple, sûre et pérenne. Bien évidemment, on ne va pas installer des services on ne va pas gérer sa transformation numérique sur la base de quelque chose qui n'est pas pérenne. Et là aussi, le positionnement de la Poste est important. Et c'est là où on retrouve, autour de cette plateforme, autour de cet écosystème et autour de cette capacité d'accompagnement, cette logique de proximité, mais la capacité aussi de le mettre à disposition d'un nombre d'utilisateurs extrêmement important. Je ne sais pas où j'en suis en termes de timing. 5 minutes. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui ? Des marques comme, pardon ? D'objets ? Non ? Alors, il y a plusieurs réponses par rapport à ça. On a fait nos choix plus par rapport à un écosystème français. On ne va pas se voiler la face. Un écosystème français, utilisé en France, disponible en France. Voilà. Après,
Dans ce que j'ai présenté, on n'a mis que les objets grand public. On a un certain nombre d'objets qui ne sont pas des objets grand public, qui sont accessibles sur la plateforme aussi. Et on aura d'ici l'été une capacité sur la plateforme de rajouter ses propres objets, donc de façon complètement indépendante. Donc l'idée, c'est de continuer en amélioration progressive, en simplification progressive. Jusqu'à présent, on avait la possibilité d'interconnecter des objets qu'on avait, nous, provisionnés sur la plateforme. On a rajouté à ça le fait de pouvoir les faire interagir. Donc les objets peuvent déjà interagir sur la plateforme et c'est accessible dans l'application mobile de façon très simple. Ce sont des éléments, des interactions plutôt simples. Dans la partie entreprise, on a l'ensemble des interactions possibles. On a vraiment un moteur d'orchestration qui a été posé pour pouvoir concevoir les services en moins de 30 minutes. Et ce moteur d'orchestration est mis à disposition de nos clients entreprises pour qu'elles puissent configurer leurs propres services. Le pas d'après, donc à l'été, c'est que chaque entreprise puisse concevoir et poser ces objets directement sur la plateforme. Donc on a l'usage particulier, avec un usage simplifié, l'usage entreprise pour les services, et à l'été, l'usage entreprise pour poser ses propres objets, et du coup, la capacité d'intégrer très facilement de nouveaux objets. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci. Sur votre slide d'exemple, vous pouvez expliciter l'utilisation du hub numérique avec l'entité Docapost? Parce que je l'ai vu passer. L'usage qu'on en fait sur l'entité Docapost est plutôt un usage de bien-être au travail. L'idée qu'on a représentée ici est un des aspects de ce pilote-là, un aspect très, très simple, il y en a beaucoup plus. On utilise un cube qui est fait par une startup qui s'appelle Akao, qui fait partie de la première promotion French IoT, qui mesure de la qualité de l'air, qui mesure la luminosité, qui mesure du niveau de son, qui mesure de la température, de l'humidité. Ce cube est posé sur une table dans un open space et va remonter en fait ces informations-là de l'open space dans le hub numérique. Le hub numérique pilotant ensuite un épurateur d'air, pilotant aussi, et c'est le cas qu'on a illustré ici, et je pense qu'il est extrêmement intéressant à regarder parce qu'il parle vraiment d'usage. On n'est pas sur quelque chose de technologique en tant que tel. Il va simplement piloter une lampe connectée qui change de couleur en fonction du niveau de bruit. Et donc quand vous êtes dans un open space, on a tous testé à un certain moment une discussion qui se met en place, et c'est pour ça que les open space sont faits, donc c'est très bien. Sauf que des fois elle dure, des fois elle devient extrêmement bruyante, et des fois elle devient gênante. Donc il faut qu'on arrive à concilier le côté positif de l'open space où on va partager de l'information, pouvoir travailler ensemble, à ce côté un peu négatif, un peu pesant, qui est que ça devient à un certain moment un poulailler et on n'a plus la possibilité de travailler. Et donc il y a toujours le râleur systématique qui dit ça commence à bien faire, vous allez dans le box à côté et puis vous faites votre réunion à côté. Ben là il n'y a plus besoin du râleur. On a simplement cette lampe qui change de couleur, la capacité pour l'équipe qui travaille dans l'open space de se définir des règles de bienséance et que quand la lampe passe au rouge, ben on se déplace et on va finir la réunion dans une salle de réunion. Donc entre la partie purement techno qui est important pour le gestionnaire des bâtiments de piloter le chauffage, de piloter le bien-être, le cube par exemple détecte le scintillement, de savoir qu'il faut changer un éclairage, qui s'associe à l'usage même qui est fait du bâtiment et où on va du coup piloter cette logique de niveau de bruit dans l'open space, où on va pouvoir aussi déterminer, parce que le cube a une fonctionnalité qui est intéressante, on peut signaler sur le cube en le tournant dans un sens ou dans un autre, en disant je me sens bien, je me sens pas bien, il fait trop chaud, il fait trop froid, etc. Et donc on a branché en termes de service une logique apprenante qui va, en fonction des différents paramètres mesurés, pouvoir dire à quel moment les personnes dans l'open space se sentent bien ou pas, et du coup pouvoir apprendre de quelles sont les configurations dans lesquelles les gens se sentent le mieux. Et donc là, on est typiquement en face d'un service où on est parti de très petit. L'idée initiale, c'est-à-dire on va mesurer et puis on va déclencher le purificateur d'air quand il y a trop de CO2. Ensuite, on est arrivé sur une logique d'usage, et là, on est dans cette phase d'accompagnement
sur le projet, qui est de dire je détecte quand il y a des conditions d'usage qui ne sont pas bonnes et je préviens les utilisateurs, à l'étape d'après qu'on est en train de mettre en place, qui est cette étape où la machine elle-même va apprendre et va permettre de restituer de l'information aux utilisateurs. Donc finalement un service très simple, et c'est d'ailleurs un des enseignements que je peux partager, c'est que les premiers services auxquels on pense, c'est pas la maison du futur, c'est pas l'usine du futur, ce sont souvent des services très simples, mais qui quand ils sont mis en place, quand ils sont expérimentés, quand ils s'appuient sur de vrais usages, vont s'enrichir au fur et à mesure parce que les gens vont finir par vivre avec ces objets connectés, comprendre ce qu'ils peuvent faire et comprendre ce qu'ils peuvent leur apporter. Une dernière question? On est bon? Merci voilà. Denis. Donc si vous avez une demi-heure, on peut créer un service sur des objets connectés, sur des services connectés, les orchestrer, et puis qui sait se lancer dans quelque chose d'intéressant. Merci.